Ouais. Merci à tous. Nous allons entrer dans l'avant-dernière séquence. Donc j'appelle à la barre Julien Gouriou, François Baudin, Nadine Gessel, Benoît Ducange et Philippe Letellier, à distance. Oui. Oui, venez par là, venez par là. Il y a Julien, voilà, Julien sera là. Donc, dans un premier temps, vous allez présenter chacun des cas. Oula, oula. Je t'en prie. Mode vous êtes présentement la seule personne dans la conférence. C'est toute notre vie, ça, vous êtes tout seul dans les réunions. Quand tu arrives un peu en avance, c'est que vous êtes tout seul. Oui. Le mieux, c'était les rimes où tu arrivais un peu en avance. On était 72, juste en audio, et tu arrives tout seul. Oui, on peut peut-être commencer. Ah d'accord, ok. Mais oui, mais oui, mais il y a le décalage horaire aussi avec la réunion. C'est 14h30 heure métropole. On est bon. Eh bien, on y va. Vous pouvez, dans l'ordre que vous souhaitez. Enfin, je veux dire, il y avait un ordre établi, mais enfin, il n'y a pas non plus. Julien, tu commences. Pardon, c'est important de respecter l'ordre. Oui, présentez-vous déjà, et ensuite, donc, en l'occurrence, le DU. Donc rebonjour à tous. Donc moi je m'appelle Julien Gouriou et je suis à la fois formateur, école inclusive, numérique, et puis là j'ai la mission aussi de déléguer en charge du développement professionnel à l'INSPE de Bretagne. C'est dans ce cadre que j'accompagne la mise en place des DU, dont celui que je présenterai tout à l'heure. Voilà. Oui. Bonjour, je suis François Baudin. J'officie pour Olivier Wong, notre VP numérique, et je suis impliqué dans le projet Ragaren qui consiste à déployer un moteur d'inférence LLM pour l'ESR. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nadine Gessel, la directrice de l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées. Et j'anime le GT numérique du réseau avec mes chers collègues. Tu peux me présenter Benoît Ducange, chargé de mission numérique à l'INSPE de l'Académie d'Amiens. Et Philippe Letellier, qui est à distance, donc responsable numérique de l'INSPE de La Réunion. Merci à tous. Merci infiniment. Je n'ai peut-être pas besoin de me représenter. Donc on va y aller. C'est vrai que vous avez à présenter donc, notamment donc, les perspectives et les travaux des référents numériques comme vous l'évoquiez. Le magnifique objet Ragaren pour lequel on a, avec Anne-Lise, souhaité votre présence. C'est absolument essentiel qu'on puisse en parler parce que ça a été l'objet quand même de beaucoup d'ateliers et de conversations ce matin sur la portée environnementale de l'IAG, sur la portée commerciale de l'IAG. Et donc, comme on a ici un objet un peu plus respectueux de l'environnement, pas complètement, enfin, on ne peut pas non plus être... voilà, on ne va pas survendre la chose, et en tout cas un objet service public. Donc, merci beaucoup d'avoir pu vous rendre présent. Donc, je t'en prie, Julien, tu peux... Donc en fait l'idée c'est de vous présenter une proposition d'un DU, un diplôme universitaire que l'INSPE de Bretagne va installer et démarrer à la rentrée prochaine. C'est une présentation rapide, hein, mais pour que vous puissiez voir ce que c'est que ce DU et ce qu'il propose et dans quel esprit il a été mis en place en fait aussi. C'est assez intéressant parce que les 2 jours, là les choses, les éléments qui constituent le DU, ça fait écho à énormément de choses qu'on a entendues pendant 2 jours. Donc là, pourquoi un DU? En fait, c'est parti d'une impulsion de Pierre-Yves Jouan, qui est là, qui est notre directeur adjoint formation et moyens. Et l'idée, c'était en fait, on a besoin, il y a une espèce d'urgence à la fois
vous avez compris l'histoire des temporalités de l'IA qui va extrêmement vite, de notre institution au sens large, voire de notre droit qui sont sur d'autres temporalités. Donc il y a vraiment une forme d'urgence à avancer sur la question, et en même temps, comme ce que disait la personne juste avant, urgence aussi à prendre du temps, à réfléchir et à travailler cette question-là. L'idée aussi, c'était de ne pas se retrouver chacun tout seul avec cette question et de faire collectif. Donc le faire collectif, ça veut dire aussi mettre en place des réseaux de personnes ressources. Ces personnes-là, il faut les former. Former aussi des cadres qui pourront derrière organiser, penser la suite de la formation. Et puis faire collectif, utiliser aussi, pourquoi pas, la mise en place d'un DU pour installer des partenariats. Et pas rester chacun en silo à penser cette question-là. Il est fondamental que ce travail se partage au maximum. L'idée, c'est aussi à la fois d'explorer, d'aller chercher des usages, des façons de faire qui n'existent peut-être pas encore, et puis aussi de prendre du recul, vraiment sur le côté comprendre la technique. On reprend un petit peu des choses qui ont été dites, mais il y a vraiment une notion d'être en capacité de comprendre quelle est la technique, ce qu'elle implique, essayer d'analyser aussi notre relation à la machine et aux apprentissages, parce que vous avez vu, le titre du DU, c'est IA en éducation. Notre but n'est pas de former des techniciens purs à l'IA, mais justement plutôt des éducateurs, des enseignants, des cadres qui sont capables de penser le système, la relation à l'apprentissage, à l'évaluation, dans un nouveau paradigme dans lequel il y a l'IA. Et donc, il ne faut pas se tromper. Notre métier, notre expertise, c'est l'enseignement et l'éducation. Et c'est ça, en fait, qu'on travaille dans ce DU-là. Et puis, en fait, l'idée, c'est aussi quand on met en place ce type de dispositif, de DU, au sein d'un INSPE, et même là, du coup, un peu plus largement, quand on a travaillé l'autre jour en séminaire avec tout le réseau des INSPE, c'était hyper intéressant de voir que tout ce qu'on met en place dans ce cadre-là, ça sert aussi à booster, à impulser de l'énergie, à mettre des collectifs à travailler là-dessus, même au sein de nos propres institutions. Je vous disais partenariat, ça c'est une des clés en fait, et puis un petit peu... parce qu'un DU comme ça ne s'installe pas tout seul. Donc ça part, l'impulsion, elle est donnée vraiment côté INSPE. Et puis avec l'UBO, donc l'Université de Bretagne occidentale, qui est notre université, dont l'INSPE est une composante. Et puis on s'est entouré de partenaires avec lesquels on travaille depuis longtemps, mais qui sont essentiels. Donc il y a vraiment le réseau Canopé, et puis on va dire les médiateurs Canopé et les cadres du secteur aussi. Et puis le rectorat, la région académique Bretagne, avec deux éléments essentiels, à la fois l'école académique de formation continue, et puis toute la délégation régionale académique au numérique éducatif. Donc ces partenariats, ils sont à la fois dans le pilotage, l'organisation, l'animation des temps, des séances, etc. Donc on a essayé de faire ça, de la jouer collectif le plus possible. Alors sur quoi on va travailler pendant le DU? Donc vous voyez, c'est articulé avec 5 unités de formation. Il y a la première, enjeu de l'IA en éducation, tous les enjeux qui ont été évoqués. Donc c'est prendre le temps de les analyser, de réfléchir ça avec les étudiants. Pensée critique et IA en éducation. L'IA pour concevoir et évaluer, parce qu'en fait, moi ce que je retire aussi là de ces 2 jours, c'est que l'air de rien, l'arrivée de l'émergence des usages liés à l'IA vont nous faire repenser notre rapport à l'évaluation comme jamais c'était arrivé avant. Moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis des années, que vraiment l'institution repense cette relation à l'évaluation en profondeur. Et ben, l'IA, elle permet ça en fait. Et on a toute une dimension IA et accessibilité des apprentissages. Comment ça peut nous aider là-dessus? Parce que dans l'accessibilité, la mise en accessibilité, tout ce qui est inclusion, école pour tous, on est parfois en difficulté. L'IA permet de nous étayer dans ces pratiques-là aussi. Et puis la dernière unité de formation, c'est l'accompagnement des étudiants, que je vais décliner un tout petit peu. Donc, à la marge des sessions d'enseignement, c'est-à-dire des cours pendant le diplôme universitaire, il y a aussi tout un parcours de séminaires de recherche qui est organisé en articulation avec 3 temps forts. Le premier, ce sera autour de le changement de paradigme. Ça amène un nouveau rapport aux machines, c'est-à-dire vraiment l'IA, comment est-ce qu'on pense l'IA comme une machine et en quoi ça change notre rapport. Le rapport au savoir et à notre expertise, en quoi ça nous pousse dans nos retranchements, nous qui sommes experts de l'enseignement et experts peut-être de la connaissance, enfin en tout cas on se pensait peut-être comme ça. Là, ça nous bouscule un petit peu.
beaucoup. Et le côté IA, compagnonnage et communauté de pratique, quelle place pour les êtres humains dans tout ce contexte-là. De façon très concrète, c'est organisé avec des sessions de cours en présentiel, environ 80 heures, 4 sessions de 3 jours sur les périodes de vacances scolaires de la zone B, parce qu'on est situé dans la zone B. Ça se passe sur le site INSPE de Vannes, donc c'est vraiment, pour cette première année, on a fait le choix d'être en présentiel avec les gens pour installer les choses. Et puis, donc les séminaires de recherche sont en visio à distance. Voilà, 3 sessions entre chaque session présentielle. Il y a aussi un énorme volet autour du travail personnel, parce que les étudiants vont avoir à mettre en place un projet individuel de formation ou de mise en place d'outils. Voilà, ils ont une part importante dans tout le processus. Justement, les pépites de ce DU, ce que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est l'articulation entre plusieurs éléments. La formation, les temps de formation, les séminaires de recherche, la dimension individuelle que chacun va mener dedans, et puis aussi les projets collectifs qui vont se monter. Il y a sûrement une forme de sérendipité qui va s'installer, c'est-à-dire que les gens trouveront autre chose que ce qu'ils étaient venus chercher, et c'est ce qui fait la petite richesse de ça. Les aspects techniques, comment est-ce qu'on comprend la technique pour aller se concentrer sur ce qui est vraiment la dimension humaine de la chose. On a aussi la chance d'être parrainé par monsieur Erwan Pétel pour faire le lien, voilà, et puis avoir une... Très bon choix. Et puis, bah oui, voilà, permettre d'avoir aussi une hauteur de vue sur le côté institution et relation à plein de choses. Et je pense vraiment que c'est le côté collectif de l'équipe au sens large, à la fois la diversité des formateurs, des intervenants et des étudiants, parce que là, on a les premiers dossiers qui nous sont remontés de qui va suivre ce DU, et là, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a des gens du premier degré, du second degré, des personnels encadrants, des personnels enseignants, des gens qui ne sont pas de l'éducation nationale, qui viennent de l'extérieur. Donc ça veut dire que là, on va avoir un melting pot qui va aussi être une vraie richesse. Et puis on a une team, la team qui organise le DU, c'est hyper important parce que la mise en place, c'est beaucoup de boulot aussi. Donc le DU, il est porté côté INSPE par 2 formateurs. Il y a Laurent Séjourné qui est formateur. Et Sylvain Lobé qui est enseignant-chercheur, donc c'est vraiment eux qui portent ce DU-là. Et puis à côté, on a Guillaume Vignacourt qui bosse avec nous justement pour le réseau Canopé, avec Guillaume que je vois là-bas. Salut Guillaume. Hugues Labarthe aussi qui est vraiment aux manettes côté DRAN, délégation régionale académique au numérique éducatif de la région académique. Et puis Cédric Barouk qui est adjoint à la directrice de l'école académique de la formation continue. Donc ça veut dire que ces partenariats, ils s'incarnent aussi dans la mise en place très concrète de la maquette, qui fait quoi, à quel moment, comment on intervient. C'était hyper important de mettre ça en place. Et la petite dernière pépite, c'est sur l'événement final. En fait, ça nous a aussi poussé dans les retranchements sur comment on va évaluer un DU. Demander à un mémoire, enfin on en a parlé dans les ateliers ce matin, faire rédiger les mémoires, bon. Sur ce type de là, donc en fait, le choix qu'on a fait, c'est que pour booster justement la réflexion et que la communauté INSPE et académique, voire plus large, puisse profiter de tout ce qui va s'être travaillé dans ce DU, on a un forum de 2 jours à la fin de l'année, fin de l'année scolaire de 2025-2026, où les étudiants vont venir mener des ateliers, partager, faire un peu un type d'événement comme ça sur 2 jours où ils vont rendre perméable, faire tache d'huile, essaimer tout ce qui aura été travaillé dans le cadre de ce DU. Donc si les 6 et 7 juillet 2026, vous êtes dispo, vous êtes les bienvenus. Et voilà, j'en termine. C'était juste ça, une présentation assez rapide. Si vous souhaitez avoir des informations, il y a un mail générique qui après envoie, si vous avez des questions pour les gens de chez Canopé, de la DRAN, de l'AFC ou autre, vous contactez via ce mail-là directement et on redirigera les choses. Le QR code vous emmène directement vers la page qui est le camp de base où on a toutes les informations autour du DU. Et je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelques questions sur ce DU ? Alors, je ne vais pas m'empêcher éventuellement d'en poser quelques-unes. C'est que la première, on l'a vu, on en a parlé hier, que la clientèle ou la patientèle, je ne sais pas de quoi on doit parler, pour cette formation est de l'ordre du million de personnes. Si on prend juste le cas de ceux qui sont en situation d'éducateurs, donc je ne parle même pas du personnel administratif, sachant que dans notre rapport, excellent rapport de l'inspection générale, nous faisons remonter qu'à la fois la communauté éducative et le personnel de direction, personnel administratif se dit à 90% ne pas être formé, donc pas en situation de confiance, et pourtant un cadre d'usage, et pourtant une
une sollicitation forte à utiliser cette IA. Donc, donc la question maintenant, c'est comment est-ce que vous avez déjà cette vision, puisqu'on est réseau des INSPE, que vous êtes INSPE, d'éventuelles réflexions. Alors, je vais reprendre un petit peu ce qu'a été la démarche de réseau DEMO-ES, de se dire on a un cadre d'usage pour les universités de l'usage de l'intelligence artificielle et on va partager ce cadre d'usage. Est-ce que vous avez commencé à évoquer, à discuter de voilà notre maquette, est-ce qu'on pourrait imaginer de proposer ce DU sur un cadre éventuellement plus national? On a la chance d'avoir la possibilité de mettre un I entre le D et le U à un moment donné. Donc voilà, est-ce que vous avez commencé éventuellement à avoir cette réflexion ou Pierre-Yves, tu veux un micro? Tiens. Merci Erwan. Alors, pour répondre à ta question, je vais dire oui et non. Je vais dire oui parce que depuis quelque temps, les informations autour de ce DU commencent à circuler et on est très très sollicité pour savoir comment on va dépasser le cadre breton de cet objet de travail. Et donc on est très sollicité sur le fait qu'il puisse être suivi à distance notamment. Et donc ça va faire l'objet d'une réflexion prochaine. Et puis non, parce que en fait, il y a une vraie effervescence autour de cet objet, mais on ne l'a pas encore mis en place. Et donc, on a peut-être cette vigilance-là aussi de dire on va le faire vivre une année, enfin, on va le faire tourner. Et puis, le fait de le faire tourner va nous ouvrir aussi des perspectives. Donc, réponse de Normand. Non, pas réponse de Normand. Enfin, je pense effectivement que c'est une bonne démarche. Mais effectivement, dans le passage à l'échelle, il y a effectivement la possibilité d'une hybridation plus forte et ou le fait de le proposer sur différents sites. Mais quand Guillaume et toi, vous m'en avez parlé, l'opportunité, je pense qu'elle est claire. En plus, le caractère diplômant dans le cadre de la formation tout au long de la vie ou de la formation initiale est un élément essentiel en termes de valorisation. Donc je pense que vous avez vraiment eu cette bonne démarche. Donc voilà, on se revoit dans un an à Vannes d'ailleurs pour l'université d'été de réseau des INSPE et la clôture. Mais pourquoi pas? Voilà. Tu seras où? Mais je pense qu'il y a vraiment un élément d'opportunité là auquel vous répondez. Et juste si je peux compléter, si d'autres INSPE sont dans la même démarche que nous à réfléchir à un diplôme, on est à votre disposition pour contribuer au travail de mise en œuvre. Au contraire, on aura tous à gagner si un jour ça devient un DIU. Oui, parce il avait été évoqué hier lors de la table ronde, c'est vrai, une forme de revendication qu'on entend, de moyens, de nécessité d'expertise au sein de tous les centres universitaires, INSPE, etc. On n'a pas forcément toujours les forces, à la fois en équivalent temps plein et en expertise disciplinaire sur le sujet de l'IA comme sur beaucoup d'autres sujets. La mutualisation, l'hybridation sont autant de réponses à ces faiblesses qu'on ne pourra résoudre. On ne va pas former des centaines de milliers de personnes pour éduquer et former à l'IA. Donc voilà, que vous puissiez à un moment donné avoir cette réflexion, je pense, serait à la fois opportun et bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Et comme tu l'as dit, ça ne profitera pas uniquement à l'enseignant du service public de l'éducation. Enfin, on sait très bien que le public sera très important. Donc en tout cas, bravo pour cette offre, cette nouvelle offre de formation. Franck, parlons Ragarenne. Oui. D'accord. Ok, très bien. Je voulais juste compléter en disant que parmi les pépites, il y a quand même en fait une des pépites que j'ai oubliées, c'est qu'on bénéficie d'une instance Ragarenne justement, et qu'en fait c'est un outil incroyable. Donc vraiment c'est une vraie chance pour nous en plus pour le DU de pouvoir bénéficier de ce service-là et d'explorer les choses. Très bien, merci. Je vais m'arrêter là du coup.
Non, donc moi je suis côté technique, donc je risque peut-être de déraper un peu. Il faudra m'excuser de ça. Alors Hagaren, c'est l'objet technique et Ilias, c'est le projet qui supporte le développement. Alors comment est-ce qu'on est arrivé dans ce projet Hagaren là? En fait, parce qu'on était bien embêtés. L'IA a fait irruption dans nos cursus. Les étudiants ont commencé à s'en emparer. Et puis, on n'a pas pu l'ignorer. Et puis, il a fallu commencer à réfléchir. Et un des problèmes qu'il fallait résoudre, c'était déjà l'accès. Et on ne pouvait pas dire à nos étudiants, vous allez... Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas résolu complètement ce problème, mais à terme, on ne peut pas dire à nos étudiants, vous allez chez ChatGPT, chez OpenAI, il faut qu'on ait un peu la maîtrise de ça. Et même en interne de l'université, c'est en train de révolutionner nos métiers. Et on ne peut pas le faire avec des instances des GAFAM. Donc, du coup, il y a une question de rupture, il y a une question de technique et une question de modèle économique qui n'est pas du tout négligeable. Ça a été mentionné avant, mais si on ne maîtrise pas l'économie, on subira le reste du monde. Donc, le projet Ilias. Alors, en fait, ce projet, c'est l'idée de mutualiser l'ensemble des ressources matérielles pour pouvoir délivrer des moteurs d'inférence qui puissent ensuite être utilisés dans les différentes applications des différents partenaires universitaires, etc. Alors, donc, c'est avec le Central Supélec et puis l'Université de Rennes et plein d'autres partenaires, j'en citerai après. Et l'idée, c'est de dire personne n'a la masse critique pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Donc derrière l'IA, il y a quand même beaucoup de matériel, il y a de la consommation électrique, il y a des GPU, des accélérateurs. Et si on veut arriver à quelque chose qui soit économiquement viable par rapport à notre population et ce qu'on peut se permettre, l'université, je pense que beaucoup le savent, nous, si c'est cher, c'est pas. Donc il faut trouver des solutions et la mutualisation est une façon de faire ça. Alors évidemment, quand on dit on va le faire soi-même, on a plusieurs questions. On a la question de l'open source. Est-ce qu'on aura toujours de l'open source ? Par exemple, l'arrivée de DeepSeek, qui était par distillation d'autres modèles, m'a dit oui, ça va être très difficile d'empêcher. Est-ce qu'on aura les derniers modèles avec les derniers agents à la mode ? Non, on ne l'aura pas. Et du coup, on va forcément avoir une espèce de compromis entre est-ce que je peux avoir la dernière IA super performante, mais pas forcément très robuste, ou bien je me contente de ce que j'ai. Voilà. Et l'autre chose, c'est que le coût environnemental est très, très dépendant du modèle. En gros, plus le modèle est gros, plus le coût croît exponentiellement avec la taille des modèles. Donc on est toujours tenté, pourquoi je n'utiliserais pas le 38 tonnes quand je peux utiliser une Fiat Punto personne n'a de Fiat Punto. Mais en fait, il faut réussir à mettre en face de l'usage les ressources matérielles suffisantes, mais pas au-delà. À chaque fois qu'on va vouloir augmenter la puissance des modèles, on va augmenter la consommation électrique et l'impact environnemental. Et du coup, il faut pouvoir rentrer dans le contrôle de ça. Si vous allez chez les GAFAM, vous n'avez pas vraiment ce contrôle. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ensuite, évidemment, il y a la fuite de données. Alors ça, c'est plutôt côté recherche. Tout ce qui est ChatGPT et compagnie, c'est interdit. Pour des questions de fuite de données. Il y a le respect de la RGPD, pareil, il faut quand même se mettre dans des situations où on va pouvoir le faire. Du coup, on a démarré ce projet Hagaren avec des expérimentations. On est toujours dans une phase d'expérimentation. On s'est dit, si la seule sortie à peu près raisonnable, c'est d'avoir la maîtrise des infrastructures, des coûts, et pour ça, il fallait passer aussi par la mutualisation de manière à avoir une qualité de service qui soit suffisante. Donc du coup, les grandes masses, c'est d'être soutenable. Alors ça, c'est un autre point important. Même si, par exemple, les GAFAM vous proposent quelque chose qui est très performant à un coût raisonnable, c'est vrai maintenant. On n'a aucune visibilité dans le futur. Et même, on sait que ce ne sera pas pareil. Il était mentionné « the winner takes all ». Déjà, on voit venir les augmentations de tarifs dès que vous êtes dépendant d'un fournisseur de ce type. La résilience, ça, c'est plutôt le côté usage du matériel. Et aussi, on essaye de mutualiser ce matériel pour des activités de recherche. C'est-à-dire, par exemple, Hagaren est éteint le week-end et peut être utilisé par des chercheurs pour faire d'autres calculs.
Évidemment, le problème de la confiance, hein, la sécurisation, ça c'est vraiment un aspect important. On ne veut pas de fuite de données. Et puis la souveraineté, on veut finalement quelque part faire des choix qui sont les nôtres, peut-être en dépensant plus de matériel, plus d'énergie, plus de choses, mais on sait pourquoi on le fait, pas parce qu'on nous a dit c'est la meilleure solution, etc. Alors la mutualisation, du coup il y a un consortium hein, qui évolue lié au projet ILIAS, et ce consortium réfléchit à comment faire évoluer, comment déployer. Alors on n'avance pas très vite parce que il n'y a pas beaucoup de main d'œuvre derrière. Il y a l'équipe de Centrale Supélec et puis mon équipe, et du coup il faut tout déployer. Il faut l'acquisition du matériel. C'est pas si simple. Il faut que le SKM par exemple monte en puissance au fur et à mesure, et au fur et à mesure des demandes, il faut allouer du matériel. Et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que d'un autre côté le SKM répond aux usages, et puis de l'autre côté ils disent je voudrais l'utiliser. Enfin on a un problème un peu de poule et d'œuf. Et puis pour la phase 2 c'est très ouvert. Techniquement hein, ça marche comme ça. Il y a le dispatcher qui est là pour faire la mutualisation, c'est-à-dire on peut enrôler un centre d'inférence dans le consortium, et au-delà de ça il faut qu'on puisse mettre la partie évaluation du CO2. Donc ça c'est une partie qu'on veut renvoyer à l'utilisateur en disant hein. L'autre chose, c'est des choses qui sont stupides mais compliquées à mettre en œuvre, l'authentification. Hein. Il faut se mettre dans une fédération où on va pouvoir s'authentifier avec le compte de son institution. On ne peut pas fonctionner avec mot de passe, logging et puis enregistrement manuel, etc., comme c'était avant. Voilà. Et du coup, donc le gros du travail, hein, c'est quelque chose de collectif, hein, avec de plus en plus de partenaires. Et ça ne vise pas à résoudre tous les problèmes. Enfin, ça vise à résoudre le problème de l'accessibilité des moteurs d'inférence pour faire des applications qui vont être variées de l'autre côté. Donc le RAG-AREN ne vise pas à répondre à la partie frontale, mais beaucoup plus à la partie back-end, de façon à pouvoir faire des expériences, avoir des projets avec des étudiants, etc. Donc c'est le moteur d'inférence. Voilà. Et puis je vais finir, voilà. Je vais passer. Oui, pardon, je vous en prie. Non, c'est juste pour être peut-être un peu plus explicite. Tu viens de dire, on n'est pas sur la partie frontale, on est plutôt sur la partie back-end. Oui. Je crois que ce serait bien que tu explicites ça. Oui, par exemple. Et en particulier, est-ce que ça veut dire que nos étudiants pourront en bénéficier ou pas dans le quotidien, ou est-ce que c'est réservé à des labos de recherche Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Mais il y a la partie qui est mutualisée, qui est la partie moteur d'inférence. Et par exemple, si on veut un chatbot à la ChatGPT, nous, ce qu'on met, c'est OpenWebUI, qui est en frontal et qui est déployé sur nos serveurs. Mais cette partie-là n'est pas mutualisée. Donc c'est un petit peu à chacun d'avoir l'application qu'il veut faire. Il y a plein d'autres. Et en fait, de toute façon, ce problème de frontal, il n'est pas du tout négligeable. C'est pas RAG-AREN. Hein. Il n'est pas du tout négligeable parce que les processus qui vont intégrer de l'IA ne font que grossir. Et les applications ne vont que faire. Et les applications, ça ne va pas être juste du prompt intelligent. Hein, il y a énormément. On voit certaines entreprises qui sont plus avancées que nous sur leur réflexion de l'IA et qui sont en train de voir leur métier se transformer. Et nous, on va avoir un effet retard parce que c'est plus compliqué, plus grand, c'est l'administration quelque part. Et du coup, on va subir ça. Voilà. Et là, il y aura probablement des développements à façon. Ce ne sera pas forcément des choses sur étagère. Il faudra inventer nos solutions qui utilisent les LLM derrière. Mais là, il y a encore tout un travail de défrichage à faire que font certaines entreprises. Mais nous, je ne pense pas qu'on soit en avance parce que ce n'est pas que l'enseignement qui est impacté, c'est aussi l'administration, le support à l'enseignement, le support à la recherche. C'est en train de se mettre un peu dans tous nos process, mais on n'est pas sûr de savoir à quel moment c'est utile. Et par exemple, typiquement, juste une réflexion en passant, mais l'automatisation, ça sert à traiter des tâches à basse valeur ajoutée. Donc, quelles sont les tâches à basse valeur ajoutée qu'on peut automatiser ? Et ça, on n'a pas encore identifié toutes les choses. Ouais. Merci.
Alors, bon, là, c'est un peu... voilà, on va passer en phase 2 d'Ilias. Hein, donc ça, c'est ce qui est en cours de préparation, de façon à essayer d'arriver, à un moment donné, à passer à l'échelle, parce qu'évidemment, le système, il n'est pas encore capable d'absorber, ne serait-ce que tous nos étudiants. On est sur des chiffres... On est sur des chiffres énormes, en fait. Hein. On parle d'un million de personnes. Ça ne va pas s'absorber comme ça. Et puis, il faut que l'investissement, il faut que l'État suive. Il faut que les institutions... Quand même, il y a une chose qui est quand même assez... Avant, il y a 3 ans, on n'avait pas de problème d'IA. Voilà. Et puis maintenant, on a de l'IA partout. Il faut créer des infrastructures, il faut créer du support, il faut créer des formations. Enfin, il faut tout faire. Et puis nos budgets, il n'y a pas eu grand-chose de plus dans nos institutions pour absorber tout ça. Du coup, on a quand même une équation un peu compliquée. Et puis si on nous dit qu'il faut enlever quelque chose, moi je veux bien savoir, mais c'est pas moi ni les autres. Hein. Voilà. Donc là, je mets juste ce transparent pour les... à titre mémoire, là, vous les aurez, hein, je pense que ce sera distribué après. Là, c'est le type de modèle. Hein. Donc, en fait, ce qu'on permet encore, c'est beaucoup de jouer avec différents modèles dans RAG-AREN, de façon à pouvoir voir les différences de performance. Par exemple, si on fait de l'anglais ou du français, il y a des modèles qui se comportent mieux dans une langue ou dans l'autre. Et pour certaines tâches, c'est pas la peine d'aller chercher le modèle le plus gros, parce que si on demande juste à corriger des fautes dans un document, on n'a pas besoin du truc qui est top moumoute. Hein. Donc là, on donne accès à tout ça. Il y en a certains qui sont déjà, pour des raisons de rapidité, parce que ça aussi, ça joue énormément dans le processus d'usage. C'est-à-dire que s'il faut attendre 1 minute sa requête, eh bien, ça ne s'inscrit pas. Mais si, par contre, c'est performant, ça s'inscrit. Alors ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça s'inscrit dans le processus professionnel ou d'apprentissage. Voilà. Et juste une anecdote pour finir. L'année dernière, moi j'ai 250 étudiants de L1 qui font un projet informatique. On leur a mis une IA à disposition. C'est dit, ils vont se jeter dessus comme des affamés. Et en fait, pas du tout. On était étonnés. On leur dit, mais il faut l'utiliser, là. C'est bien, ça va vous aider. Pas du tout. Alors, et on s'aperçoit que les usages naïfs type faire mon dossier Parcoursup, ça, il avait à peu près tous fait. Mais quand on leur demande de poser des questions intelligentes sur un problème où il y a de l'expertise, eh bien c'est compliqué. Et on s'aperçoit qu'on va avoir un espèce de... Et la conclusion qu'on a eue là-dessus, c'est que pour les bons étudiants, c'était des bottes de 7 lieues. Eux, ils ont tout de suite compris l'intérêt, comment utiliser ça intelligemment. Puis on a des étudiants pour qui c'est la pelleteuse pour créer leur tombe. C'est-à-dire qu'ils vont vous répéter, relancer le prompt, relancer la question, toujours avoir faux. Et dernière anecdote, on a des étudiants qui ont dit, pour travailler les examens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les annales, on va demander à ChatGPT de nous produire quels seraient les examens probables, et ça n'a pas marché. Hein. Évidemment, il y a toujours des petites choses, c'est-à-dire que, et du coup, une des difficultés que je pressens, c'est comment on va permettre à nos étudiants de conserver l'expertise, malgré qu'ils soient confrontés à l'IA. Parce que sinon, on aura fait exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Voilà, merci. Merci infiniment. C'est un projet absolument remarquable, hein, qui est fait par, en l'occurrence, l'Université de Rennes à la base et centrale. Avec une économie de moyens, comme tu le disais, extrêmement impressionnante, étant donné le résultat. En plus, une certaine exigence dans l'usage pour avoir quand même été dedans, qui conduit forcément à une augmentation très forte de la compétence pour l'utilisateur. Donc ça veut dire que celui qui sera passé par une éducation à l'IA via RAG-AREN sera encore plus compétent que quelqu'un qui aurait pu disposer d'une IAG d'un GAFAM, parce que comment dire, ça nécessite quand même une expertise et une compréhension de ce qu'est cette machine-là. Donc oui. Ça y est, ça m'a échappé. Donc vraiment, je vous recommande, vous pouvez donc demander, chacun individuellement, il y a une adresse email pour disposer d'un accès à RAG-AREN. Ensuite, avoir ces réflexions, alors je pense notamment, tu le disais, dans le cadre du DU, dans le cadre de grains de formation qu'on peut proposer, ou d'ateliers qu'on peut proposer au sein des INSPE. Vos universités sont peut-être de rattachement, dont vous êtes la composante, sont peut-être déjà
dans le réseau Ragaren. C'est une possibilité, une probabilité assez importante. Et reste effectivement à voir les choix politiques qui seront faits sur les moyens. Mais voilà, un immense bravo vraiment pour ce travail. Merci beaucoup. Ça l'équipe. On se met debout, on reste debout. Ah oui, il faut qu'on active. Nous entendons là. Okay. Mode sourdine désactivé. Bonjour à tous. Donc, rebonjour à tous. Donc, pour le groupe numérique du réseau des INSPE, vous êtes tous les bienvenus parce que c'est vrai qu'on travaille avec, certes, les référents numériques, mais on fait beaucoup d'actions. Et là, on va vous faire un petit bilan des actions passées et aussi vous proposer de nouvelles actions pour l'année à venir. Et vous êtes tous invités à participer à ces différentes actions du GT numérique qui peut être ouvert. Voilà. Donc je vais laisser mes collègues, donc Benoît et Philippe, vous présenter ce bilan et ses actions futures. D'accord. Oui, alors nous on s'est déjà présenté. Normalement Philippe est à distance et il nous entend. Sinon il protestera. Et on est ravis de retrouver... Bonjour. Voilà, tout va bien. Et on est ravis de retrouver dans la salle un certain nombre de personnes avec qui on a travaillé cette année, mais aussi voilà, d'autres qu'on espère pouvoir voir bientôt autour de nous. Alors, rapidement, on va vous faire un petit point de ce qu'on a fait en 2024-2025. Et puis, on va vous présenter quelques pistes, justement, c'est la dernière demi-journée, hein, c'est le moment où on atterrit un peu, où on va essayer de retomber sur nos pattes dans le concret et de se dire mais comment on va transformer ce qu'on a vécu pendant ce séminaire dans les jours, les mois à venir. Alors, un petit point sur ce qu'on a fait l'année dernière. Alors, je vais aller assez vite, simplement pour évoquer les midis de l'IA, un certain nombre d'entre vous y ont participé. L'idée, c'était d'engager une prise de conscience, mais aussi de faire émerger les compétences embarquées. Quand le sujet est arrivé, on s'est dit, mais il y a plein de gens de compétents au sein des différentes INSPE et rendons-les visibles, simplement. Et ça a plutôt très bien fonctionné avec un système très atelier, participatif. Les présentations ne devaient pas dépasser 50% du temps. Une ou plusieurs présentations en fonction des formats, 6 rendez-vous et plus de 230 participants. Tout ça, ça a été enregistré et c'est sur Magister. Vous pouvez assister, vous pouvez retourner sur les enregistrements pour... Non, mais ça va aller. Merci, excuse-moi. Vous allez pouvoir retrouver les enregistrements des midis auxquels vous n'avez pas pu participer. Un petit mot aussi sur le séminaire des 22 et 23 mai qui a eu lieu à Paris. Je vous parle de 2 activités qu'on a menées. Un World Café où on a tourné sur 3 sujets. On avait séparé la formation nationale institutionnelle de la formation pédagogique et du mémoire professionnel en faisant l'hypothèse que l'impact de l'IA était différent en fonction des différents sujets. Il est apparu des enjeux partagés. Alors les enjeux partagés, je pense qu'il n'y a pas de surprise, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si on pouvait les résumer, les enjeux ils sont autour de la qualité, en fait. En faire un vrai plus pour l'éducation. Alors je vais prendre une image parce que moi, quand on parle d'un nouvel objet qui arrive et qui transforme tout, et quand on me dit « Ah, mais ça fait gagner du temps, c'est simple, c'est pratique, c'est incontournable », je pense au four à micro-ondes qui est arrivé dans nos cuisines, qui fait à peu près tout ça. Mais quand on réfléchit à ce que ça a apporté à la gastronomie, ce que ça a apporté à la diététique, ce que ça a apporté à nos compétences en cuisine, bon, le bilan n'est pas forcément formidable. Et nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que l'IA, ce soit autre chose. Voilà.
Donc, bon, alors, cela dit, le micro-ondes, ça nous fait gagner du temps, ça permet de corriger nos copies et puis d'accompagner individuellement nos étudiants. Mais voilà, on ne sait pas dans quel sens ça marche, le gain de temps. Finalement, on ne sait plus. Peut-être qu'il faut arrêter les réseaux sociaux, comme le disait Armand tout à l'heure. Alors, à partir de ces enjeux, on a quand même identifié un certain nombre d'opportunités communes, hein, notamment cet outil d'aide à la réflexion, au guidage, à l'apprentissage, tant pour les activités pédagogiques que pour les mémoires, que ça incite à repenser les finalités de la formation et la place du numérique, notamment le développement de nouvelles compétences. C'est l'occasion chez nos étudiants et nos formateurs. La question de la différenciation qui revient toujours, mais avec la précaution de se dire, à condition de ne pas se décharger de cette question en recourant à des solutions, et j'utilise le mot « à dessein ». Il s'agit de ne pas externaliser la chose. L'automatisation des feedbacks, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on commence à avoir un petit peu de retour sur ce partenariat, puisque les enseignants ne travaillent pas toujours la nuit. Et puis, enfin, le dernier point qui est autour du décloisonnement entre la recherche, le terrain et la formation. Et là, il y a peut-être une vraie opportunité parce que là, tout se mène conjointement et ça rejoint vos propos, Erwan, sur le sous-croisement enseignement et recherche que vous nous avez apporté hier. Quelques défis transversaux, notamment l'accompagnement du changement culturel et organisationnel au sein des INSPE. Et là, il y a des vraies questions générationnelles et culturelles. La formation des formateurs à l'usage et à l'analyse critique des IA génératives. Alors là, voilà comment on passe du je suis pour à je suis contre à je suis professionnel. Et là, il y a un vrai enjeu. Garantir une utilisation honnête, critique, transparente de l'IA par les étudiants et les enseignants. Et là, à un moment donné, il faut éviter d'être naïf. Et à force de dire que l'IA permet de gagner du temps, les gens vont finir par le croire et arrêter de travailler. Donc, on a de véritables défis. Je vous avais dit, on avait séparé les sujets au départ en se disant il y a peut-être aussi des spécificités. Et il y en a qui sont apparues, notamment sur la formation notionnelle et institutionnelle. Et finalement, elle ne change pas d'objectif. Il faut maîtriser ces sujets, il faut maîtriser le fond, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences. Et il y a surtout un moyen d'apprendre. Alors que sur la formation pédagogique, c'est un petit peu différent, puisque l'IA permet aussi de développer des compétences, mais c'est un outil professionnel qu'on intègre dans l'activité vraiment de conception pédagogique. Sur le mémoire professionnel, encore une situation différente, puisque là, ça réinterroge l'activité en elle-même. On en a déjà plusieurs fois parlé, et je vais y revenir. On a mené aussi quelques ateliers d'approfondissement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait sur les mêmes outils, notamment on était tous en train de développer des chatbots, on était tous en train de développer des RAG, etc., ou de faire des inventaires, de tester, de comparer des IA, et en travaillant ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait une veille qui était plus efficace. On a travaillé aussi sur la question de l'évaluation, puisqu'on l'a déjà dit, on a pris la mauvaise habitude d'évaluer des compétences à travers une production finale, un livrable, mais quand on peut contourner la production, quand on peut contourner le fait de développer des compétences pour arriver à la production, notre système il tombe un peu en panne. On a travaillé aussi sur la formation des étudiants, et là c'est intéressant puisqu'on a un travail devant nous où l'IA apparaît dans 3 blocs sur 4, dans les nouveaux projets de maquette des M2E. Donc on a un peu réfléchi à comment on intègre, qu'est-ce qu'il faut de spécifique sur la formation des enseignants, et on va poursuivre ce travail qui est amorcé. Et puis la formation des collègues des INSPE. Donc les bilans ils sont consultables sur Magister, et ce travail va se poursuivre. Alors je vais essayer d'aller un peu vite. Ça, c'était juste pour vous dire que notre action, elle vient évidemment en renfort. J'ai pris là un exemple, l'exemple du développement des compétences. Et évidemment, il y a plein d'autres choses qui existent, l'auto-formation, la formation des INSPE, de vos universités. Et nous, on vient vraiment, en plus de tout le reste, on ne vient pas évidemment s'y substituer. Alors, je voulais vous présenter aussi quelques pistes concrètes, très critiquables. Et la critique permet toujours d'avancer. Un exemple d'action qui va faire écho au propos de Vincent hier, qui évoquait la question en parlant de fraude autour du mémoire professionnel. Donc notre point de départ, c'est que voilà, on a des constats. Là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord.
on en a parlé, on peut avoir une approche réglementaire hein, sur le sujet, faire la chasse à l'IA. Bon, on sait tous, maintenant, on est tous au clair sur le fait qu'on ne va pas détecter l'IA, hein, c'est pas possible, et de toute façon, c'est pas opposable. Mais on peut avoir une approche scientifique, alors ça existe toujours. Hein, un article qui n'existait pas n'est pas une source, ça n'a pas changé. Mais notre idée ici, c'est de vous présenter une approche qui est pédagogique. Armand vient de nous parler d'experts aux commandes, et là, c'est bien notre objectif. Donc notre stratégie sur ce sujet du mémoire professionnel, c'est donner la priorité au développement des compétences plutôt qu'à la production, et d'impliquer et de responsabiliser les acteurs. Donc là, c'est mon côté peut-être un peu naïf. Moi, je pense qu'on peut aussi responsabiliser les enseignants sur ce sujet. On n'est pas tous d'accord sur la question. Avec comme objectif de mettre en place des principes partagés. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer voilà, au sein de ce groupe, qui va être mis en place de façon... qui va être testé dans un certain nombre d'INSPE, dont la mienne dès l'année prochaine, avec comme objectif d'éclairer et de responsabiliser l'étudiant sur ses choix de recours à l'IA et de laisser évidemment la responsabilité aux enseignants d'affiner ce cadre d'usage. Alors je vous présente cet exemple rapidement. Alors comment ça part déjà, comment ça s'est construit? C'est parti d'un témoignage d'Elisabeth qui est là, que je salue. Voilà. Merci Elisabeth. Donc, sur lequel qui a servi un petit peu d'amorce. Derrière, on a travaillé lors du séminaire, lors des ateliers, l'atelier autour du mémoire professionnel et l'atelier autour de l'évaluation. Et puis, il y a eu un prolongement suite à cette action avec cette proposition que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'action, alors, point de départ pas très original. On impose le principe de transparence. Principe de transparence où on va devoir dire dans notre travail pour chaque étape où l'IA est utilisée et avec non seulement une information mais aussi une explicitation, une argumentation du choix. Pour chaque étape, cette utilisation, elle a pour but d'être illustrée par le prompt et la réponse ou un extrait de la réponse qui seront annexés aux mémoires. Donc ça, c'est le principe de transparence tel qu'on le connaît déjà. Ça, puisque notre objectif, c'est de revenir à la finalité qui est le développement de compétences, ça nous pousse aussi à revoir le mode d'évaluation. Alors le mode d'évaluation, ça peut être par exemple avec l'apparition d'oraux en M1 pour s'assurer de l'appropriation des concepts, la connaissance des sources, quelque chose qui permet de s'intéresser aux compétences qui sont portées par l'étudiant et pas uniquement au rendu intermédiaire qu'il a livré. Là-dessus, voilà, l'accompagnement, il est essentiel. Notre hypothèse, c'est que le recours à l'IA, le recours inconsidéré, on va dire, à l'IA générative, elle est aussi réalisée par les étudiants dans le but de se sécuriser. Et notre but, c'est de leur faire comprendre qu'ils se mettent en danger et que la sécurisation, elle passe plutôt par d'autres façons de travailler, et notamment en se rapprochant de leur directeur de mémoire. Et puis, pour que cela fonctionne, il manque une chose essentielle, c'est la mise en place d'une formation spécifique, c'est-à-dire que le principe de transparence, ça demande à être accompagné pour renforcer le sens, évidemment, de cette activité de recherche. Et là, on va les impliquer dans une activité qui a pour but de les éclairer sur leur recours à l'IA. Alors, un exemple d'activité qui peut être menée, je vous présente celle qu'on compte mener, nous, dans notre université l'année prochaine. Un premier travail qui est individuel autour de la recherche de la place de l'IA pour chaque étape de production du mémoire du master. Et cette recherche, on va leur demander de l'outiller avec l'IA. Autrement dit, de le faire avec une IA générative, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir mesurer leur maîtrise de l'outil. Un travail en groupe avec une analyse critique, une mise en commun et des regards croisés sur ce qui est produit. Et puis, un collectif, finalement, avec une synthèse des travaux qui
qui est encadrée, j'ai oublié de cliquer, merci beaucoup, qui est une synthèse des travaux qui est conduite par l'enseignant pour, in fine, retourner à l'individuel où chaque étudiant va se positionner en disant, bah voilà, on a vu les différentes phases, on a vu quelles IA déjà seraient intéressantes, pour faire quoi, qu'est-ce que ça a comme conséquence, et in fine, moi, je vois, pour atteindre mes objectifs, quel est mon intérêt et ma stratégie pour atteindre l'objectif qui m'est donné. Alors, quelques exemples de production. Alors là, par exemple, on a demandé quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce que je peux utiliser comme LLM, et quels sont les intérêts et les risques. Et là, on voit que pour chaque étape, on peut dire, voilà, il y a des intérêts et il y a des risques. Il manque quelque chose. Pourquoi ce n'est pas intéressant? Si on regarde les intérêts et les risques, il parle de quoi? Il parle des intérêts et des risques sur le produit final. Mais le produit final, ce n'est pas ça notre objectif. Le mémoire, c'est notre moyen. Notre objectif, ce sont les compétences. Donc ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de rajouter une question autour, mais quelles seraient les compétences que je vais développer si je le fais moi-même, sans recourir à l'IA? Et là, j'ai des réponses un petit peu différentes. Ah oui, tiens, par exemple, sur le choix du sujet, si tu le fais toi-même, tu vas avoir quelque chose qui va être beaucoup plus personnel, qui va être ancré en toi. Pourquoi tu veux faire ce métier? Qu'est-ce qui est suffisamment moteur chez toi pour que tu vas y bosser pendant 2 ans, pendant des heures? On peut aller chercher le sujet ailleurs, mais le sujet, si on va le chercher en soi, ça va apporter une autre motivation. Et on voit que même une IA est capable de faire apparaître ça. Mais on peut s'arrêter là, mais Elisabeth n'est pas d'accord. Elle me dit, mais tu as oublié aussi les compétences que je vais développer si j'ai recours à l'IA sur cette étape. Et là, on peut se dire, bah oui, je vais développer peut-être d'autres compétences. Et là, on en arrive, vous voyez, si on arrive à faire ce travail-là, là, ce que je vous présente, c'est les écrans qui sont produits par les IA directement. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être produit par les étudiants en se confrontant à ça, en confrontant leurs différentes productions. Et avec le focus sur les compétences que je veux développer, amorcer un pilotage, une autodétermination sur mes choix pour porter mon projet et être capable de le défendre. Alors évidemment, tout cela, ce n'est pas tout seul. Il y a un directeur de mémoire qui va pouvoir éclairer l'étudiant sur les conséquences de ses choix. Et l'idée dans tout ça, c'est évidemment d'éviter la prise de risque et en mettant les pieds dans le plat dès le départ, en disant, bah oui, c'est possible de faire toutes les étapes avec l'IA. Qu'est-ce que je vais apprendre? Peut-être pas grand-chose. Et en se posant la question étape par étape, on va finir par arriver à expliciter le sens. Pourquoi je fais un mémoire professionnel? Qu'est-ce que je cherche à développer comme compétences qui me seront utiles en tant que professionnel? Comment je vais devenir cet expert qui était évoqué tout à l'heure? Et à travers cette activité, on espère qu'ils se responsabilisent et qu'ils prennent conscience de l'intérêt de ce travail. Alors j'ai essayé d'aller vite pour vous laisser un petit peu de temps, et puis on est vendredi après-midi, c'est toujours un petit peu compliqué. Et je vais laisser le dernier mot à Philippe, qui va vous parler un petit peu de l'année prochaine, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Oui, parfaitement. Alors pour l'année prochaine, donc, on a déjà défini un certain nombre d'axes qu'on essaiera de mettre en place donc avec l'ensemble des collègues. Le premier, c'est d'essayer de travailler sur le cadre que l'on va mettre au sein de nos INSPE, qui peut éventuellement venir de la part d'abord de l'université, mais qui peut être éventuellement spécifique dans le cadre du fonctionnement des INSPE. Ensuite, l'objectif, c'est d'essayer de travailler ensemble aussi pour voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour la formation des futurs enseignants et partager à travers ces stratégies des éléments qui pourraient nous permettre, donc à terme peut-être d'une année, d'envisager tous les éléments dans le cadre du nouveau Master MEF, Master M2E. Produire également collectivement une cartographie alors, autour des outils et puis de l'utilisation, pas uniquement outils, mais la façon dont on va pouvoir mettre en œuvre l'IA dans l'éducation.
Il y a également des actions de formation pour les formateurs à travers des ateliers, des GT qu'on va évoquer juste après, qu'on pourra partager, mutualiser avec l'ensemble des INSPE sur des thématiques qui peuvent remonter du terrain. On aimerait aussi travailler sur l'axe recherche au niveau des INSPE et essayer de faire en sorte qu'on puisse émerger tous les travaux qui sont proposés pour chacun des INSPE et les partager, les mutualiser, peut-être autour d'un séminaire qui permettrait d'avoir un retour de ce qui a été mis en œuvre. Et puis enfin, l'objectif aussi, alors je n'étais pas présent sur la présentation précédente au niveau de Ragaren, mais l'idée c'est d'avoir un outil, en tout cas un dispositif qui nous permet d'avoir une IA générative souveraine qui nous permettrait d'avoir des outils communs, des dispositifs communs avec des ressources communes, plutôt que chacun dans son espace, on produise les mêmes éléments. Donc ça, c'est pour donc les axes. Les éléments vont être développés autour d'une méthode, plusieurs méthodes. Donc le premier, c'est des GT et GTS. Donc ça vous rappelle. C'est les GTs, hein, comme il existe les GPTs. Nous, on a fait des GTs. Donc des groupes ouverts qui sont donc animés entre pairs, ouverts vraiment à l'ensemble des collègues qui travaillent au sein des INSPE, pas seulement les référents numériques, tous ceux qui sont intéressés par rapport à ces thématiques. Donc on souhaite co-construire, mutualiser des outils, cartographier donc des outils qui peuvent être disponibles pour nos process au niveau des INSPE, faire en sorte éventuellement d'avancer sur cette IA générative et du coup travailler ensemble sur ces process qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos étudiants et de nos collègues. Travailler également sur la formation de l'ensemble des formateurs, donc avec les expériences qui peuvent être menées au sein d'INSPE et les déployer dans d'autres INSPE. Travailler évidemment sur donc des GT autour de la formation et l'évaluation des compétences numériques, et notamment peut-être dans la préparation aussi des futures maquettes avec les M2E et la licence évidemment professorat des écoles. Et puis évidemment, prendre en compte l'IA générative dans la production et l'évaluation des travaux. On a évoqué, et Benoît en a parlé, sur le mémoire professionnel, parce que l'expérience qui va être menée cette année, elle aura, à mon sens, vocation à rassembler un certain nombre de collègues pour pouvoir peut-être proposer un cadre bien plus formalisé, et puis qu'on pourra ensuite déployer l'année prochaine. Donc tout ça va se retrouver autour de Midi de l'IA, qu'on va reproposer donc en 2025 et 2026, et puis probablement un séminaire pour pouvoir synthétiser l'ensemble des travaux que tous les collègues auront pu mettre en œuvre. Merci d'avance pour vos contributions. Merci beaucoup Philippe. Donc vous l'avez compris, 4 groupes de travail. Alors nos groupes, ils sont, on se réunit sur Magistère. Alors on a un espace qui va déménager puisque Magistère passe à la V2 à la rentrée prochaine. Et ce que je vous propose, c'est d'envoyer aux personnes qui ont participé à ce séminaire le lien pour pouvoir accéder à cet espace. Si vous souhaitez juste être sur l'accès aux ressources qu'on a déjà produites, ou si vous souhaitez participer à un des groupes de travail, voire à plusieurs, vous pouvez, vous êtes tous bienvenus avec votre bonne volonté et votre énergie pour contribuer à cette pensée commune. Notre idée, c'est qu'ensemble, quand même, on fait toujours quelque chose qui est un peu plus intéressant que quand on fait tout seul. Vous pouvez prendre le micro. Merci infiniment. Y a-t-il des questions auprès de nos... Oui. C'est plus une remarque qu'une question. Mais ça finit toujours en réponse quand même. Non, c'était adresser les remerciements, et je saisis l'occasion de la présentation qui vient d'être faite, à tous les collègues qui se sont mobilisés, parce que l'université d'été qu'on vit actuellement, c'est aussi l'aboutissement de toute une année de réflexion qui vient d'être présentée. Donc merci beaucoup pour cette dynamique que vous avez présentée, et aussi pour le fait que cette dynamique va se poursuivre avec ce que Philippe a présenté à l'instant. Donc c'était juste un remerciement. Franchement, c'est un plaisir de retrouver les collègues pour penser ensemble, et je pense que ça nous donne aussi une énergie pour avancer sur ce sujet qui demande un peu de volonté.
Donc je vous partagerai le diaporama, je vous partagerai aussi le protocole si vous voulez, hein, qu'on a un petit peu formalisé, si ça vous intéresse de voir comment on peut le mettre en place. Et puis évidemment, comme on aura l'occasion de se retrouver, on pourra vous partager un petit peu les résultats de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé avec nos étudiants.